une dépense déductible au niveau de l'entreprise, c'est une dépense qui va être engagée dans l'intérêt de la société. Et puis je le rappelle, c'est bien plus intelligent de dépenser avec son entreprise qu'avec soi-même, parce que quand on dépense avec soi-même, je rappelle qu'avant ça, on s'est versé un salaire, et sur salaire, il y a des cotisations sociales, de l'impôt sur le revenu à payer, et donc ça fait que vous payez beaucoup plus votre objet que vous avez acheté, qui était au final dans l'intérêt de l'activité. 2500 € qui vont constituer une charge sur la société, donc qui vont, comme tu l'expliquais, abaisser le résultat imposable à terme, mais qui vont pouvoir être utilisés à titre personnel. Mais c'est bien que tu le rappelles très très souvent dans tes termes, l'intérêt de l'activité. Il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est dans l'intérêt de ma société ? Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va voir ce que tu peux payer avec ta société et que personne ne te dit. Et aujourd'hui, on va en parler de A à Z pour que tu comprennes tout ce que tu peux payer avec ta société, mais vraiment tout ce que tu peux payer avec ta société. Et on va commencer avec Guillaume par définir ce que c'est qu'une dépense déductible. Ouais, alors une dépense déductible au niveau de l'entreprise et pour les entrepreneurs qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est une dépense qui va être engagée dans l'intérêt de la société. Donc c'est assez simple, quand vous êtes entrepreneur, il faut vous poser la question, est-ce que cette dépense-là, elle rentre dans le cadre de l'activité? Est-ce qu'elle va aider l'entreprise à faire telle ou telle chose? Mais en tout cas, il faut que ça soit dans l'intérêt de la société et ça vous permettra du coup d'avoir cette dépense qui pourra passer en charge au niveau de la société. Ok, est-ce qu'il nous faut un justificatif en particulier pour qu'elle passe en charge? Bien sûr, en général, votre expert comptable, il va vous demander les justificatifs, il va falloir dater les dépenses, il va regarder, lui, à chaque fois les dépenses que vous avez sur le compte. Vous avez les relevés de compte que vous envoyez à votre expert comptable qui permettent de dater le moment où l'argent est sorti de votre compte. Mais il faut en face également une facture. Une facture, c'est quand même le document nécessaire en général quand vous engagez des dépenses parce que ça va faire apparaître le coût hors taxe de votre dépense si vous êtes soumis à la TVA ou si vous ne l'êtes pas d'ailleurs, mais vous aurez le comptable qui pourra faire le bilan avec ça et pourra vous dire il y a tel montant de TVA que vous allez devoir récupérer ou reverser et vos dépenses sont bien passées en charge. Donc la facture, c'est quand même l'élément indispensable pour pouvoir justifier d'une dépense. Ouais, et puis c'est mieux qu'un ticket de carte. C'est bien mieux qu'un ticket de carte, effectivement, qui ne ferait pas apparaître le nom du vendeur, qui ne ferait pas apparaître forcément la date, etc. Donc, il faut quand même des documents justifiant les achats et il faut que vous, en tout cas, vous puissiez aussi expliquer à l'expert comptable pourquoi est-ce que cette dépense, elle est justifiable. Bon, quand c'est des choses comme, enfin, des choses qu'on imagine dans l'entreprise comme des dépenses standards, ok. Parfois, selon les activités, on peut faire passer des choses plus ou moins exotiques sur l'activité, mais tout dépend de l'activité et donc il n'y a pas de réponse toute faite en fait, pour ce que vous pouvez dépenser et qui pourra passer en dépense. On le verra un peu par la suite dans le podcast. Et puis je rappelle, c'est bien plus intelligent de dépenser avec son entreprise qu'avec soi-même, parce que quand on dépense avec soi-même, je rappelle qu'avant ça, on s'est versé un salaire, et sur salaire, il y a des cotisations sociales, de l'impôt sur le revenu à payer, et donc ça fait que vous payez beaucoup plus votre objet que vous avez acheté, qui était au final dans l'intérêt de l'activité. Je le rappelle aussi, quand vous faites une dépense qui est justifiée et qui est déductible, ça va vous faire gagner de l'impôt sur les sociétés. Si vous étiez imposable au bénéfice et que vous avez fait une dépense de 5 000 €, ces 5 000 € à 25%, ils vous sont fait gagner 1 250 € d'impôt sur les sociétés. Donc c'est plus intéressant quand même de faire souvent la dépense avec son activité, mais il ne faut jamais, jamais en abuser. Et ça, on le rappelle parce que les contrôles fiscaux, ils ne rigolent pas du tout quand ils arrivent. Ils font le point sur tout. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. Maintenant, on va faire le point sur ce qu'on peut dépenser avec sa société. C'est le sujet du jour. Donc Guillaume, je te laisse le choix pour commencer par un premier sujet. Tu le choisis. Ouais, il y a différents exemples qui peuvent être pertinents. Si on prend les choses les plus simples, quand vous avez une société, de quoi est-ce que vous avez besoin en général? Il y a peut-être une activité commerciale que vous allez faire. Donc, pour pouvoir travailler, on a besoin d'un téléphone, on a besoin d'un forfait téléphonique. Ça, c'est assez facile de défendre le fait que ça soit dans le cadre de l'activité et dans l'intérêt de l'activité, donc de la société. Pareil, vous avez besoin d'un ordinateur, d'un bureau, un siège d'un fauteuil de bureau, etc. Tout ce qui va être un peu domotique, imprimante, etc. Forcément, c'est des choses que vous allez pouvoir prendre en charge sur la société parce que c'est bien la société qui va les utiliser. Et par exemple, si vous travaillez depuis chez vous, vous avez votre activité à votre domicile, vous allez pouvoir prendre aussi l'abonnement téléphonique et l'abonnement Internet sur votre société, même si c'est dans votre maison et que vous pouvez bien sûr l'utiliser également pour la partie plus personnelle. Mais il n'en reste pas moins que ça reste une dépense qui peut passer en charge sur la société. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait citer, bien sûr.
Oui, puis de toute façon, on va les faire au fur et à mesure, mais c'est vrai que déjà, les premiers, c'est effectivement le matériel pro. Le matériel pro, tu viens de le dire, hein, ordi, tel et ainsi de suite, donc je ne vais pas me répéter. Puis des abonnements qui sont liés à tout ce matériel pro. C'est vrai qu'après, il faut regarder l'abonnement, si c'est perso ou pro, et il y aura un calcul d'avantage en nature si jamais il y a un peu de perso, ou au contraire, une dépense qui est totalement déductible si c'est vraiment que du pro. C'est important aussi de le rappeler. Vous pouvez également prendre en charge une partie de la voiture. Il y a toujours la fameuse question qui se pose entre est-ce que je fais des indemnités kilométriques ou est-ce que j'achète une voiture de fonction ou une voiture utilitaire sur ma société? Ça va dépendre du métier. Si vous êtes dans le BTP, honnêtement, souvent, c'est la voiture de fonction parce que vous allez acheter des camions ou ainsi de suite. Et donc, la voiture de fonction va plus s'alimenter, enfin, va plus s'apparenter à le meilleur choix pour votre société. Parce qu'il est difficile d'avoir un camion pour partir en vacances. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Alors que quand on a une voiture personnelle qui peut être utilisée par la société parce que cette façon est plutôt commerciale dans le monde du conseil en gestion de patrimoine, eh bien, peut-être que les indemnités kilométriques vont plus correspondre. Ce qui est certain, c'est que vous devez faire le calcul avec votre expert comptable sur si c'est plus intéressant d'utiliser la voiture de fonction et donc d'avoir des réductions sur la TVA, TVS, et il y a plein de calculs à faire, ou d'utiliser des indemnités kilométriques qui sont beaucoup plus simples d'un point de vue pratique, mais qui ne sont pas toujours le meilleur choix. Et dans certains cas, on pourrait même être surpris de se dire je vais utiliser beaucoup ma voiture, donc c'est forcément une voiture de fonction. Et bien, pas forcément. Donc faites le calcul avant d'être certain de votre choix. Donc ça, la voiture, c'est obligatoire d'y songer. Et puis après, on pense aussi souvent à tout ce qui va être transport, hôtel et ainsi de suite. Ouais, bien sûr, pareil, hein, tu le disais, quand on est commercial, on va se déplacer, on va aller voir des clients, c'est peut-être dans des villes plus ou moins éloignées de chez nous. On peut peut-être manger le midi au restaurant avec des clients, etc., ou le soir, hein. D'ailleurs, il n'y a pas de règles spécifiques là-dessus. Mais ça aussi, c'est des dépenses qu'on va pouvoir bien sûr prendre en charge avec la société parce que on garde en tête, c'est dans l'intérêt de l'activité. Si on va au restaurant avec un client, c'est parce que ce client-là, il va peut-être nous acheter nos services ou nos produits. Donc ça, c'est pertinent de le prendre en charge ici. Si vous êtes loin parce que vous êtes parti à 300 km de chez vous chercher des clients à une conférence, à des choses comme ça, ça aussi, ça fait partie des charges que vous allez pouvoir prendre en charge sur la société directement, c'est-à-dire l'hôtel, le lieu de résidence que vous allez prendre. Bien sûr, c'est dans le cadre de l'activité. Ce n'est pas des vacances perso que vous êtes allé faire dans un endroit comme ça. Donc attention, il faut toujours, encore une fois, avoir les justificatifs, pouvoir expliquer les dépenses. C'est sûr que si vous partez pendant une semaine aux Bahamas et que vous expliquez que c'est en rapport avec votre activité, mais que votre activité n'a rien à voir avec le tourisme ou des choses comme ça sera peut-être plus compliqué. Il y a des métiers peut-être spécifiques qui peuvent se permettre ça, mais dans la plupart des cas, c'est l'expert comptable qui tirera la sonnette d'alarme de toute façon s'il voit qu'il y a des dépenses qui ne devraient pas être faites avec la société. Notamment les influenceurs. C'est vrai que ça peut confondre Ah oui, des fois le effectivement. perso et le pro. Et la question peut réellement être posée, hein, Ouais, ça peut se parce défendre en que tout cas. ça se défend. Et ça se Et, défend de plus en plus en tout et cas, c'est hein. ça, il n'y a pas de règles prédéfinies. Et c'est pour ça que si vous pouvez le défendre dans votre activité, même si un jour c'est l'expert, c'est l'inspecteur des impôts qui vient vous poser des questions, vous êtes influenceur, vous voyagez, vous faites des vlogs, ça vous permet de faire des vidéos, oui, effectivement, à ce moment-là, vous pouvez prendre en charge vos voyages avec l'activité. Donc, il n'y a pas de réponse blanc ou noir. Il faut savoir l'expliquer, il faut savoir dire pourquoi est-ce que c'est dans le cadre de votre activité et en quoi c'est dans l'intérêt de la société de prendre en charge telle ou telle dépense. Mais c'est bien que tu le rappelles très très souvent dans tes termes, l'intérêt de l'activité. Il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est dans l'intérêt de ma société? Continuons cette liste-là, continuons parce qu'elle est large, hein. On peut prendre également une partie du loyer de sa location. Si par exemple j'habite à Paris, j'ai un loyer de 1 000 euros, eh bien, et que je travaille à domicile, une partie de ce loyer peut être payée par la société. C'est quand même assez intéressant aussi. Ouais, bien sûr, ça peut être très intéressant. Tu as dit un mot important, c'est si en plus on est en location, c'est-à-dire que c'est un bien qui ne nous appartient pas, eh bien, on peut très bien, si on a l'accord du propriétaire, bien sûr, faire un versement d'une partie du loyer via la société, parce qu'on peut défendre le fait qu'on occupe une pièce qui est notre bureau et qu'à ce titre-là, la société peut participer non seulement au loyer, mais aussi aux charges, hein. On peut parler de l'électricité, on a dit tout à l'heure Internet, etc. Mais parce qu'il y a l'usage qui est fait, si on travaille, si le siège social, c'est également le lieu où on vit, ça semble logique effectivement que la société puisse en prendre en charge une partie. Ouais, c'est important. Puis alors, il y a des calculs apothicaires à Mm. faire. On les laisse à l'expert comptable. 10, 15, 20, 25, Ouais. 30% du logement. Il y a des abus à ne pas faire. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas payer 100% du logement. Ouais. Sinon, il y a peut-être un sujet parce que le perso, vous ne vivez plus à titre personnel. C'est-à-dire que vous vivez qu'à titre professionnel et il y aura un sujet au niveau des impôts. Derrière, il y a aussi tout ce qui va être formation. Il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de salariés qui aujourd'hui ont un CPF, Mm. d'entrepreneurs aussi. On a la chance d'avoir un CPF qui nous permet de cotiser à des points pour avoir effectivement des euros qui nous permettent de faire de la formation. Mais sachez aussi qu'en tant qu'entrepreneur, vous pouvez vous former avec votre entreprise.
Il faut encore une fois, et toujours, ça c'est très compliqué, que ce soit dans l'intérêt de l'activité. N'allez pas me faire une formation yoga quand vous êtes dans le BTP. Ça ne va pas ensemble. Ou alors à ce moment-là, il va falloir trouver quelque chose comme quoi vous faites du yoga qui fait que vous avez du chiffre d'affaires dans le BTP grâce au yoga. Mmh. Il faudra quand même bien l'expliquer. Mmh. Donc les formations doivent être liées à l'activité. Ça peut être du mindset, hein, bien sûr, ça peut être du mindset, ça peut être des formations d'entrepreneurs, ça peut être des formations fiscales, des formations sociales, des formations liées à votre entreprise, liées à comment développer celle-ci. Ça peut être le cas. Mais des formations qui sont complètement différentes, attention, il faut bien expliquer que c'est dans l'intérêt, encore une fois, de votre activité. Vous pouvez également avoir du coaching, donc vous faire coacher. Vous pouvez même acheter des livres qui sont liés à l'activité. Il y a pas mal de choses en fait dans la partie formation qui sont en plus moins contrôlées parce que c'est vraiment souvent dans l'intérêt de l'activité. Bah, c'est comme, si je reprends l'exemple du conseiller en gestion de patrimoine, c'est un exemple assez simple, mais pour montrer, cet intérêt-là, vous avez différents journaux spécialisés. Vous pouvez très bien vous abonner aussi à des magazines, des Tout à journaux. fait. Je pense aux Échos, par exemple, à différents magazines. Bah, ça semble logique, si on est dans la branche du conseil financier en gestion de patrimoine, de pouvoir dire: «Bah, oui, je suis abonné, mais c'est pour pouvoir me tenir au courant des actualités, financières, économiques et cetera» et ça peut s'appliquer à plein de métiers différents avec, plein de sujets différents. Mais voilà, il faut pouvoir raconter une histoire et expliquer pourquoi est-ce que ça, c'est dans l'intérêt, encore une fois, de la société. Et d'ailleurs, on va venir à un autre sujet encore une fois, les cadeaux et événements. Vous pouvez aussi offrir des cadeaux et des événements clients à vos clients. Il faut savoir juste que le montant est limité. Il ne faut jamais que s'apparente à un cadeau trop important qui pourrait être recontrôlé fiscalement et de votre côté, embêter le client et vous-même. Parce que si vous devez récupérer le cadeau que vous avez fait, face à vos clients, ça sera peut-être pas super sympa. Mmh. Ou si vous êtes fiscalisé, puis contrôlé, puis ensuite rattrapé par la patrouille parce que du coup, vous avez fait un cadeau trop important, ça risque de vous coûter encore plus d'argent que le cadeau. Et pour le client, ça sera pas sympa comme approche. Donc là-dessus, faites attention juste sur les cadeaux, sur les événements clients. Effectivement, si vous faites un événement avec plusieurs clients, on a fait un événement très récemment, nous, de notre côté, avec nos clients. Effectivement, là-dessus, vous pouvez le prendre en charge parce que c'est pour vos clients et donc c'est dans l'intérêt de votre société parce que vos clients ensuite parleront de cet événement et derrière, ça peut faire une très belle pub pour vous. Donc ça, c'est à prendre en charge par la société. Ne le payez pas à titre perso, ça serait quand même dommage de le payer à titre perso alors que vous pouvez le déduire de votre société et donc gagner de l'argent en impôt sur la société, en charges sociales, en rémunération et ainsi de suite. Ouais, c'est une très bonne remarque, effectivement. Il faut juste faire attention aux dépenses et au montant que ça représente, Tout à fait. pour chacun des clients. Mais, c'est pas rare ça va être le même raisonnement que quand on amène un client au restaurant. Ça peut être très intéressant de pouvoir amener, quelques clients à un événement spécial, pour les remercier de leur, fidélité ou au contraire pour aller chercher de la prospection et de nouveaux clients. Donc ça, c'est des frais qui sont engagés encore une fois, pour, permettre à l'activité de s'accroître, de se développer. Donc il n'y a pas de sujet en fait là-dessus. Et ça peut être des cadeaux, de tout type, que ça soit événementiel, une bouteille, en fin d'année, pour, remercier le client et cetera. Il faut juste que ça reste cohérent encore une fois avec le reste et que les montants soient cohérents aussi avec un cadeau que vous feriez à un client. Et c'est pas de gruger non plus, en inventant des clients pour faire des cadeaux à vous-même. Voilà, il faut faire attention à tous ces éléments-là. Mais encore une fois, l'expert comptable, hein, c'est son métier aussi de vous ouvrir le champ des possibles là-dessus, tout en vous démontrant ce qu'il est possible ou non de faire et quels sont les abus qui peuvent être repris très facilement par l'administration fiscale. Oui, très bien. Et puis, on va revenir sur une dépense que tout le monde fait et qu'on n'a toujours pas citée encore, la prévoyance et la mutuelle. Mais ça, la plupart des entrepreneurs, quand même, ont une prévoyance ou une mutuelle, ou au moins la mutuelle prévoyance de la conjointe ou de la personne avec qui ils sont, si les comités d'entreprise sont plutôt sympas de l'autre côté. Sachez que ça, c'est une dépense que vous pouvez prendre en charge par l'entreprise. Attention, tout n'est pas forcément déductible, il y a du perso dedans, donc il faudra refaire le point avec votre comptable. Et puis, en plus de l'autre côté, ça peut représenter un avantage en nature. Donc, soit on la prend en perso, on se fait rembourser une partie, soit on la prend en pro, et ça peut représenter un avantage en nature, donc une rémunération, donc chargée socialement. Ouais, et après, dans celles qu'on n'a pas encore citées non plus, c'est les dépenses qui, cette fois-ci, ne sont pas forcément dans l'intérêt directement de la société, mais c'est Ouais. des dépenses déductibles, qui sont même dans votre intérêt personnel. Là, je vais parler des chèques CESU et des chèques vacances. C'est des choses que, légalement, vous avez le droit, de mettre en place pour vous, même si vous n'avez pas de salarié. Les chèques CESU, c'est pour payer, les services à domicile. Donc c'est, l'emploi d'une nounou, c'est l'emploi d'une femme de ménage, c'est l'emploi, d'un jardinier et cetera. Enfin, voilà, c'est les services à domicile. Et ça, vous avez la possibilité d'en sortir jusqu'à 2 540 € pour l'année 2025 et ça augmente chaque année. Donc en 2026, c'est encore un peu mieux. 2 500 € qui vont constituer une charge sur la société, donc qui vont, comme tu l'expliquais, hein, abaisser le résultat imposable à terme, mais qui vont pouvoir être utilisés à titre personnel.
Comment ça fonctionne concrètement? On passe par des organismes qui sont spécialisés là-dedans. C'est que les mêmes organismes qu'on connaît tous pour les tickets restaurants, etc., qui le font pour les dirigeants d'entreprise. On prend des chèques préfinancés et ça nous permet effectivement de pouvoir payer ces services à domicile. Et pour les chèques vacances, c'est le même mécanisme, le même fonctionnement. C'est un peu plus de 500 euros qu'on peut s'octroyer en termes Ouais. de chèques vacances. Bon, c'est pas effectivement des montants qui peuvent sembler énormes, mais c'est quand même pas non plus n'importe quoi, c'est quand même pas rien. Et c'est des avantages, encore une fois, parce qu'on peut les utiliser en perso, mais ça fait de la charge sur la société et ça ne coûte pas au niveau des cotisations sociales ou de l'impôt. Donc c'est Mais toujours ça le prix. c'est quand même 3 000 € par an. 3 000 € par an, je vous rappelle, pour certains, c'est 250 € par mois. Ouais, c'est énorme. 250 € par mois, c'est pas forcément négligeable pour beaucoup de personnes. Donc, c'est quand même des montants. Ne les oubliez pas. Et surtout, si vous avez une aide à domicile, crèche, il y a femme de ménage ou homme de ménage, Ça il y a peut être cours de jardinier, sport, bref, il y a plein de choses, hein. plein de choses. Donc, de votre côté, n'hésitez pas sur l'aide à domicile à en profiter. C'est 2 540 € par an. Puis pour les chèques vacances, bah, c'est quand même un petit ticket de 500 pour les faire un week-end. Donc, allez profiter aussi avec ce ticket de 500 €. Voilà, on a fait le tour de toutes les dépenses qu'on pouvait faire en société. Sachez de votre côté que c'est au cas par cas pour certaines situations. Il y en a même d'autres pour certaines situations. Je pense notamment aux influenceurs, effectivement, qui mélangent beaucoup vie Ça pro et peut vie être plus large, perso, ouais. sur lesquels ça peut être beaucoup plus large. Merci beaucoup Guillaume. Et puis merci également à vous pour être de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci à tous ceux qui sont là et qui continuent à liker, à partager, à commenter notre contenu. N'hésitez pas également à mettre la note de 5 étoiles si vous nous écoutez sur Spotify ou Apple Podcast à l'instant où je vous parle. Allez, à bientôt. Merci beaucoup.